À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons donc pour l'heure le regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement. Messieurs, bienvenue à la Commission. Alors, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour vous présenter, ainsi que présenter les grandes lignes de votre mémoire, donc vos recommandations. Nous allons par la suite procéder à un échange avec les parlementaires. Alors, je me tourne tout de suite du côté de la banquette gouvernementale. Vous avez 10 minutes, oui? Pour eux, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous aviez bien compris? 10 minutes pour eux, pour vous présenter. Je me tourne maintenant du côté de la banquette. Vous avez 16 minutes 30 secondes. Ah ben oui, c'est vrai. Je voulais aller trop vite. Vous m'avez tout mélangé. Voilà, le temps est à vous. Allez-y. Okay. Alors, bonjour, Madame la Présidente, Messieurs les députés. Je me présente, mon nom c'est Mazen Oudeyb, je suis le directeur général du ROMEL. Je vais faire une intervention en 2 temps rapidement, une présentation du ROMEL et la deuxième c'est un peu les recommandations qu'on a proposées. Le regroupement des organismes de Montréal ethnique pour le logement, c'est un organisme communautaire qui a été créé en 1984. Puis moi, j'ai un peu le plaisir de dire que je fais partie de cet organisme depuis 1990. Alors, quand même, il y a un historique derrière ça. Ce qui est important à retenir par rapport à ça, c'est que le ROMEL a été créé par des organismes communautaires, incluant des institutions comme le CLSC, et l'idée, c'était de créer une entité qui est capable de proposer des solutions concernant les problèmes d'habitation auxquels faisaient face surtout les nouveaux arrivants et les personnes vulnérables. Donc le ROMEL n'est pas venu comme un organisme, c'est très important de retenir ça parce que ça se reflète dans nos recommandations après. C'est un organisme qui n'a pas une liste d'épicerie au départ, il avait simplement un mandat de regarder qu'est-ce qui se passe sur le terrain, d'envisager des solutions, de proposer des solutions et les mettre en application. D'ailleurs, dans l'annexe qui a accompagné notre mémoire, on a mis un peu un résumé de l'évolution des interventions du ROMEL depuis le début jusqu'à tout récemment, qui démontre vraiment la vraie nature de l'organisme. L'organisme ROMEL, présentement, il a une équipe de 10 employés qui sont spécialisés dans tout ce qui touche la question de l'habitation, du développement, de la mobilisation de groupes jusqu'à même la gestion immobilière, la recherche de logement et tout ce qui touche la question de logement. Dans nos recommandations, on s'est basé un peu sur l'essence du cahier présenté qui s'appelle la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027, qui offre en fait un portrait des besoins en immigration au Québec au cours des prochaines années. On a retenu un terme qui est très important dans tout ça, c'est le terme de la régionalisation. Parce qu'on considère que lorsqu'on parle de régionalisation, on parle forcément d'accommodation, on parle forcément de logement, parce qu'on ne peut pas travailler sur l'intégration et sur des nouveaux arrivants sans avoir la capacité de les loger. D'ailleurs, on va dire, le logo, il porte un terme qu'on a nous déjà introduit dans cette industrie d'habitation. Le logement est la clé de l'intégration, parce qu'on croit fortement que ça, c'est la clé vraiment de l'intégration. En plus de l'intégration des personnes immigrantes, on dit que ça nécessite une structure d'installation et d'intégration adéquate. C'est ce que ça ressort un peu des constats. Et l'accès au logement est devenu une préoccupation très importante depuis des années. Je peux vous dire que ça fait 23 ans que je suis dans ce domaine à peu près. Et puis, j'ai vécu les situations, puis je vois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de crise de logement, ça nous confirme la nécessité de mettre de l'avant des politiques
comme des recommandations que nous, on va proposer et qui aident à peut-être à se mettre sur un chemin porteur à long terme. J'arrête ici pour la présentation du ROMEL et je vais vers les recommandations. Nous, on a fait 3 recommandations. La première, c'était la recommandation de développer une stratégie ambitieuse pour le développement immobilier communautaire au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais résumer en 2 mots, puis j'aurai vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir vos questions pour donner peut-être un peu plus de précision. Nous, on est pour le développement d'un programme autoporteur de développement de logements communautaires et abordables. On n'est pas en train ici de réinventer la roue, parce qu'un programme pareil existait depuis des années, il a fait ses preuves, il a produit des dizaines de milliers de logements à prix abordable et communautaire, et qu'il a simplement eu besoin de se mettre à jour par rapport au contexte immobilier, au contexte financier actuel, parce que la situation évolue, les coûts de construction, ainsi de suite, etc. Il fallait simplement trouver le moyen de bonifier un programme ou, au lieu de réinventer un nouveau programme autoporteur comme ça. Alors ça, pour nous, la stratégie de pouvoir produire du logement à prix abordable passe par un programme autoporteur dans lequel l'État a vraiment une implication directe. Parce que c'est essentiel et ça permet de créer des logements qui sont abordables à très long terme et en même temps permet à assurer une intégration des personnes puisque les organismes communautaires sont impliqués dans tout ce développement-là. Alors, il y a le côté social plus le côté bâtiment, etc. Je termine sur ce point pour dire que l'investissement dans un programme autoporteur comme ça, c'est vraiment un investissement, ce n'est pas vraiment de l'aide sociale ou de la charité, puisque même avec les études qui étaient faites par la Société d'habitation du Québec et d'autres instances, il y a eu une preuve que chaque dollar investi dans le logement communautaire et social génère dans l'économie québécoise 2,7 dollars en retombée directe par rapport au cycle économique, puis par rapport à la dynamique économique d'un projet de construction, et des retombées indirectes au niveau de la santé mentale, la santé physique des ménages, parce que ça aide à éliminer en partie l'insalubrité, le surpeuplement et toutes sortes de problèmes de logement auxquels font face aujourd'hui les ménages avec un revenu limité ou modeste. Alors, ça c'est la première, je peux élaborer plus tard suite aux questions. La deuxième recommandation, c'était, on a dit, faciliter la coordination entre les instances publiques et les différents organismes dédiés à l'habitation communautaire et à l'intégration des personnes immigrantes. Ce que nous, on a vécu dans les années passées, c'est qu'il y a des organismes comme le ROMEL qui ont développé une expertise extrêmement importante. À titre d'exemple, entre parenthèses, on a beaucoup de nos collègues, par exemple, au ROMEL, qui ont pris leur retraite au ROMEL. Vous pouvez vous imaginer le cumul d'expertise qu'on a pu accumuler au fil des ans et que ça serait dommage que cette possibilité ne soit pas vraiment exploitée, entre guillemets, ou utilisée par le gouvernement pour favoriser ce type de coordination entre les instances publiques et les différents organismes. D'ailleurs, cette deuxième recommandation met plutôt en lumière l'importance de consolider les services qui encouragent l'accès des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes aux ressources et aux services disponibles dans la province. On a vécu une situation, je peux donner un petit détail, que toujours les personnes qui sollicitent des services, ils font le tour de plusieurs places, de plusieurs organismes pour obtenir le même service. Alors, se spécialiser et concentrer les services, ça serait une bonne affaire. D'ailleurs, cette recommandation correspond à la 10e orientation proposée dans le cahier public, soit la coordination gouvernementale des services d'intégration des personnes immigrantes, qui implique notamment de favoriser l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes dans toutes les régions
en misant sur les services d'accueil, de soutien aux personnes immigrantes. Alors, on a besoin, il y aura plus tard aussi des exemples par rapport à ce type d'orientation. La troisième recommandation, c'est d'encourager la mise sur pied de projets pilotes et de partage de meilleures pratiques au sein du réseau de l'habitation communautaire et l'inclusion sociale au Québec. Ce point, il est lié directement à ce que j'ai présenté au départ de la nature, par exemple, d'un organisme comme le Romel. C'est que nous sommes, le Romel et d'autres organismes, il ne faut pas oublier qu'on regroupe à peu près 45 organismes communautaires dans la région de Montréal, la grande région de Montréal. Ces organismes sont sur le terrain constamment. Et on est capable, par la nature même de notre travail, de recenser les besoins et essayer de réfléchir ensemble à trouver des solutions et trouver des façons. Toujours la solution n'est pas nécessairement par un programme mur à mur qui peut prendre des mois et des mois à discuter, à réfléchir, etc. Ça peut être des initiatives qui font preuve d'efficacité, qui donnent des résultats, et à ce moment-là, on juge que ça vaut la peine de les élargir, de les étendre, par exemple, à d'autres exemples, quartiers ou villes ou régions, parce que ça donne une réponse à un problème qui est déjà bien identifié. Alors, dans ce cas-là, le Romel, bien sûr, dans les recommandations, on n'est pas vraiment dans la théorie. On est vraiment dans la pratique parce qu'on a expérimenté, ça fait partie de notre réalité et de notre mandat, c'est de créer des solutions. Et je peux vous donner, pour terminer, je ne sais pas si j'ai épuisé les 10 minutes. Là. Madame la ministre a accepté de prendre un peu de temps sur le sien. Alors, si vous voulez conclure. Je conclus que les projets, par exemple, je prends le projet Harmonie de Romel, a permis de visiter 4813 logements, dont 3778 qui étaient qualifiés comme étant salubres. Et c'est comme ça qu'on fait les références à des logements salubres, par exemple. Et ça nous a permis de faire des interventions auprès de 2991 locataires. C'est simplement pour dire que c'est une, comme on dit, expérience de terrain que j'essaye d'exposer ici aussi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, cette fois-ci, je me retourne du côté de la banquette gouvernementale pour une période un petit peu moins là, de 15 minutes. Le temps est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, un grand merci à vous trois pour prendre part à cet échange, à cet exercice démocratique. Je suis très reconnaissante de nous partager votre expertise acquise au fil des 30 dernières années. Donc, vraiment, il y a un capital d'expérience vraiment intéressant là, pour nous de vous entendre aujourd'hui. Alors, vous le savez, là, du côté de l'immobilier, on est dans un contexte très particulier avec la hausse des prix, également la pénurie de personnel. Donc, tout ça, ça complique la donne. Et je dirais que cette donne-là est encore plus complexe quand il s'agit de régions éloignées, parce que ces phénomènes-là sont amplifiés par la distance et puis l'absence parfois même d'entrepreneurs dans le domaine immobilier dans la région concernée. Alors, j'aimerais ça donc vous entendre sur les bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer de développer davantage le logement abordable. Est-ce que vous auriez comme des stratégies efficaces que vous avez déjà ciblées puis qui mériteraient d'être déployées à plus large échelle, soit en partenariat ou non, là? Oui, c'est sûr que tout ce qu'on peut proposer doit se faire en partenariat parce que les instances gouvernementales avec les instances, lorsque je dis gouvernementales, ça veut dire provinciales, municipales et instances des organismes communautaires sur le terrain, se complètent, leurs actions se complètent. Le problème qu'on vit souvent et qui retarde la production, c'est lorsqu'il y a des dédoublements de procédures. Au lieu de compléter, ça devient des dédoublements, ça veut dire un document qui peut prendre, je dirais, une semaine pour produire, ça prend 2 mois, 3 mois. Et ça, dans un contexte immobilier, dans un contexte de marché, on est dans un contexte de marché, ça peut faire une grosse différence dans le coût et la possibilité de mener le projet à terme. Alors, ça occasionne beaucoup de pertes. Moi, lorsque moi j'ai proposé la question de programme autoporteur, je vais un peu clarifier ce point rapidement.
c'est que les besoins en habitation sont diversifiés et les solutions sont diversifiées. Alors, il y a des gens, des ménages qui sont capables de construire une maison, d'acheter un condo, de louer un condo d'une certaine grandeur, d'une certaine qualité. Et il y a d'autres à revenus moyens, revenus, je dirais, bas revenus, qui ne sont pas capables de le faire. Ils sont obligés de louer, mais il faut aussi qu'ils louent des logements qui sont décents, comme on dit, et salubres. Alors, ce qui fait que tous les joueurs au niveau de l'habitation, des promoteurs privés jusqu'aux promoteurs communautaires, le gouvernement, etc., se complètent dans cet exercice. Alors, c'est faux, selon nous, de considérer qu'une partie de la société est capable de mener à bon un programme puis de le livrer. Il faut compter sur tout. Et un programme autoporteur fait une grosse différence parce que c'est un programme qui permet à produire très rapidement du logement communautaire, à condition que ce programme soit toujours ajusté à la réalité du marché, soit toujours accompagné. Parce que le marché, ni le gouvernement peut le contrôler, ni les organismes, ni les promoteurs. Le coût du matériau, le coût de la main-d'œuvre, on ne peut pas les contrôler, mais il faut s'ajuster pour pouvoir produire rapidement du logement. Merci. En conclusion de votre intervention, vous avez fait référence au projet Harmonie. J'aimerais ça que vous nous en parliez davantage là, de son mécanisme, comment ça procédait, et puis quels sont les outils que l'on devrait développer davantage ou qu'on devrait utiliser davantage pour sensibiliser les propriétaires, donc à l'importance, en fait, aux réalités des personnes immigrantes, puis à l'importance de leur offrir un accès au logement. Moi, le principe que je retiens, et je m'excuse si le terme n'est pas très, peut-être, politiquement correct, je ne sais pas, c'est qu'il faut absolument, pour avancer, éviter de réinventer la roue à chaque fois. Ça veut dire, le projet Harmonie, c'était un projet qui était une évolution naturelle du programme de banque de logement qu'on a mis sur pied avec l'aide gouvernementale. Au fil des ans, on a conclu sur le terrain que la simple référence pour un logement ne permet pas de responsabiliser un propriétaire, de responsabiliser même un locataire et d'arriver à des résultats à long terme d'accès à des logements salubres. Alors nous, on a décidé au Rommel qu'il faut absolument impliquer les propriétaires privés dans le processus parce qu'ils font partie de la solution, pas nécessairement du problème. Et c'est pour cette raison qu'on a fait à l'époque une entente avec l'Association des propriétaires du Québec pour créer le projet Harmonie qui consistait à ce que les propriétaires nous livrent leurs logements à louer, nous permet de qualifier leurs logements, qui sont salubres ou pas, de respecter nos conseils pour des réparations. Et sur cette base, on peut référer des locataires qui sont bien avertis de leurs droits, bien avertis de leurs obligations par rapport à un bail, etc. Au début du programme, il y avait eu beaucoup de résistance parce que toujours le mythe, c'est que le propriétaire est méchant, le locataire est victime ou vice-versa. Il n'y a pas vraiment une nuance qui dit que non, il faut créer un espace de dialogue, un espace d'échange. C'était un peu ça notre idée. Et au fil des ans, on a réussi à attirer plus de 300 propriétaires qui référaient constamment leur logement à louer à nous et nous permettaient de visiter les logements et après référer des personnes qui cherchaient un logement, ce qui nous a permis aussi de faire évoluer notre banque de données en la rendant une banque de données relationnelle qui permet de faire un peu le jumelage, on va dire, ou le lien entre un besoin d'un ménage et un logement qui existe. Et ça, ce n'est pas des logements qui sont sur Kijiji. Ce n'est pas des logements qui sont dans les journaux. C'est des logements qui sont qualifiés parce qu'on les a visités. Et le logement qui ne se qualifie pas, on disait aux propriétaires, ça ne se qualifie pas à moins que tu fasses telle intervention et réparation, sinon on ne peut pas te référer des locataires. Alors ce projet-là a fonctionné pendant des années avec l'appui financier de la ville de Montréal, c'est le département diversité qui est en lien avec le ministère de l'immigration, parce que l'argent vient du ministère de l'immigration en principe.
Alors, ça a fonctionné pendant des années, jusqu'à temps qu'il y a eu une décision qu'on va changer d'orientation. Et c'est là où moi je dis, un programme comme ça, il a fallu lui permettre d'évoluer et de s'étendre. Au lieu qu'on soit confiné un peu seulement dans quelques quartiers de Montréal, on va dire, okay, qu'on soit un peu sur tout le territoire, que ça soit répété comme expérience qui crée un espace d'échange entre les propriétaires et les locataires. Et même le projet Harmonie a évolué, mais faute de financement, on n'a pas réussi à mettre sur pied. Le comité comment on appelle, je m'excuse, le terme m'échappe là, pour régler les problèmes entre propriétaires et locataires. Ça veut dire médiation, voilà le terme que je cherche. Médiation communautaire gratuite pour les propriétaires et locataires lorsqu'ils ont des problèmes. Ça faisait partie du programme. Une autre partie du programme, c'était avec la Société d'habitation du Québec, en faisant un projet qu'on a appelé Beiti. C'est ça, Alfredo, si je ne me trompe pas, qui consistait aussi à démystifier les coutumes des nouveaux arrivants avec des propriétaires pour que les gens se comprennent mieux, puis créer un espace d'échange plutôt que être toujours dans l'incompréhension de part et d'autre sur les enjeux. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé votre connaissance sur ce programme fort intéressant. À partir d'ici, je vais partager les droits de parole avec des collègues. Bien entendu. Merci beaucoup, Madame la ministre. Donc, je cède la parole à la députée de La Violette Saint-Maurice. C'est trop long. La parole est à vous pour une période de 5 minutes 47 secondes. Merci. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous déposer un mémoire, d'avoir pris le temps de prendre le temps maintenant de nous rencontrer et du travail que vous faites aussi auprès des personnes plus vulnérables. Un de nos objectifs, vous le savez, on vient de l'aborder aussi abondamment, c'est vraiment la régionalisation des personnes immigrantes. Le MIFI, nous nous sommes dotés d'un plan d'action et nous voulons travailler en particulier davantage sur ce qu'on appelle la régionalisation primaire. C'est-à-dire qu'on va inciter les gens à s'installer en région avant même qu'ils soient arrivés au Québec. Donc, on se dit que ça va éviter un double déracinement, un dédoublement, éviter aussi le dédoublement de toutes les démarches d'installation. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? Parce que je n'ai pas vu dans votre mémoire là, que vous avez abordé ce sujet-là. Parce que le terme, la régionalisation, vraiment veut dire ce que vous venez d'expliquer. Comment attirer dans les régions des nouveaux arrivants. Il y a eu un point qui était mentionné, je pense, dans le cahier, parce que là, il faut faire la séparation qui parle des travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires, pour nous, pour le moment, ce n'est pas l'immigration. C'est des travailleurs temporaires qui demeurent temporaires tant et aussi longtemps que le gouvernement ne leur donne pas un statut, par exemple, d'immigrant ou de résident permanent. Lorsque je parle de la régionalisation, le point crucial qu'on a vécu, parce qu'on a fait des démarches un peu dans les régions, c'est le manque de logement, principalement. C'est le manque de logement. Outre le manque de logement, parce qu'on a quand même abordé ce sujet-là abondamment, là, et on y travaille, et vous avez raison, là, il y a un manque de logement. Mais là où je voudrais vous entendre, c'est par rapport à notre approche, parce que là, il y a beaucoup de gens qui viennent et on essaie de les attirer dans les régions après coup. Ce qui est nouveau, ce qui s'en vient, ça va être déjà de les inciter déjà, avant même qu'ils arrivent au Québec, de venir s'installer directement dans nos régions, plutôt que d'arriver à Montréal ou d'arriver à Québec et d'après de les attirer en région. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ça faciliterait la rétention en région parce que c'est ce qu'on veut? C'est une bonne idée,
mais je ne peux pas, pour réussir à la rétention, ça prend aussi autre mesure. L'idée en soi, elle est excellente parce que ça permet de répondre à cette importante idée de régionalisation. Mais retenir les gens dans les régions, quelqu'un qui arrive dans les régions, puis qui n'arrive pas à trouver un emploi, on va dire, exemple, et il trouve un emploi à Montréal, encore une fois, ou à Québec, ou dans un centre urbain. Okay? Mais il va être obligé d'y aller s'il n'est pas relativement proche, par exemple. Parce que parfois, on peut voyager là. Notre approche est vraiment basée sur le fait qu'on les fait venir en région pour combler le manque d'emploi. C'est par rapport à nos entreprises, là. On ne les invite pas juste comme touristes et on essaye de les attacher. C'est pas tout à fait ça, là. On a vraiment des entreprises en région qui ont des besoins spécifiques de technique ou d'ingénierie, peu importe, ou en médecine. Ce sont d'autres exemples, là, ou en électronique, en électrochimie, etc. Vous avez aussi mentionné le besoin d'avoir une meilleure coordination des services d'accueil des personnes qui arrivent sur le terrain. Puis là, je vous ramène en région parce que moi, je suis en région. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage sur la meilleure coordination ou ce que vous voyez comme étant un manque de coordination? Est-ce que c'est entre les organismes sur le terrain, les organismes et les ministères? Comment vous voyez ça? En fait, c'est à deux niveaux. C'est entre le ministère et les organismes, et entre les organismes eux-mêmes. Le problème que les organismes communautaires vivent depuis longtemps, et là, c'est mon ancienneté qui parle un peu, là, c'est que malgré toutes les bonnes intentions de tous les gouvernements, ministères, les organismes communautaires, même malgré toutes les bonnes intentions, il y a la question de la confiance qu'il faut développer. Ça veut dire confiance dans les partenaires, les partenariats. Ça veut dire essayer de ne pas mettre des organismes communautaires en compétition, plutôt les mettre en complémentarité, plutôt les aider à ne pas dédoubler les services. Moi, je peux vous assurer sur le terrain qu'on reçoit des gens qui ont fait déjà le tour de tous les organismes pour leurs besoins et ils finissent à arriver au Rommel pour la même question, le même besoin. Alors, ça, c'est comme... et la raison pour ça, d'ailleurs, le dernier programme du ministère de l'Immigration l'a bien illustré, le programme... Je dois vous arrêter. La période impartie au gouvernement est terminée, mais on va continuer nos discussions, cette fois avec l'opposition officielle, la députée de Chaumédé, une période de 12 minutes 23 secondes. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez, d'abord, merci d'être là. Merci de nous avoir remis vos mémoires. Vous êtes, est-ce que j'ai bien compris, vous êtes 10 personnes qui travaillent, qui font tout ça? L'équipe, c'est 10 personnes. On était, avant la COVID, on était 18, par exemple, puis, en tout cas, pour le moment, on est 10 personnes, mais on a maintenu les services. Vous êtes 10 personnes et cet organisme existe depuis plus que trentaine d'années. Et vous faites un gros travail. Lorsque vous avez mentionné tantôt que vous avez visité des logements, sur les 4 813 logements, vous avez trouvé 3 800 à peu près salubres. C'est un gros travail, ça, faire les recherches pour 10 personnes. Oui, en fait, ce n'est pas les 10 personnes qui font les recherches, c'est Alfredo qui est avec nous, avec une deuxième personne qu'on a réussi. Mais ça, c'est sûr, les chiffres, c'est au fil des ans, ce n'est pas une seule année. C'est au fil des ans du programme Harmonie, là. C'est comme à peu près 7 ans, je pense, si je ne me trompe pas, Alfredo, c'est 7 ans. Le programme Harmonie a fonctionné. Et c'était géré pratiquement par 2 personnes. Wow. En ce moment, est-ce que vous trouvez qu'il y a des immigrants, n'importe quel statut, là, qui cherchent des logements et que vous n'en avez pas trouvé?
Est-ce qu'il y en a beaucoup? Avez-vous une liste d'attente? Comment ça se passe? Je laisse la parole à mon collègue Alfredo qui gère ce service et qui accueille tous ces gens-là. Il peut vous... Alfredo, s'il vous plaît, si vous permettez. Merci beaucoup pour la parole. En fait, en ce moment, la situation actuelle, en commençant par les prix des logements qui sont trop chers présentement, et quand on parle de nouveaux arrivants comme des demandeurs d'asile qui reçoivent un montant vraiment limité qui est de $800, aujourd'hui on parle d'un demi à 850, facilement à $900. Donc ça devient vraiment difficile de trouver des solutions pour cette clientèle-là qui, à force, ils vont se mettre à 2 à 3 pour trouver un logement. Donc, c'est vraiment difficile de trouver un logement présentement en ville. Il y en a maintenant qui, avant, c'était difficile pour quelqu'un qui venait d'arriver de le proposer aller à Longueuil, par exemple. Mais aujourd'hui, les nouveaux arrivants, en parlant avec d'autres nouveaux arrivants aussi dans les centres, ils acceptent d'aller à Laval ou bien à Longueuil parce que ça devient difficile de trouver un logement ici à Montréal. Oui, c'est très difficile de trouver un logement pour les nouveaux arrivants. Donc, à Montréal, il y a une manque de logements. Déjà, on sait ça, mais même vous n'êtes pas capable d'offrir des logements sur l'île de Montréal. Vous avez apporté plusieurs suggestions. Dans la planification, vous trouvez aussi le besoin de d'abord avoir un logement de prêt pour ces gens qui vont arriver ici pour s'installer. Donc, vous avez mentionné tantôt des suggestions pour le développement des logements. Est-ce qu'on a de la place à Montréal? Est-ce qu'on doit aller dans les régions? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Il y a, si vous me permettez, il y a 2 niveaux de problèmes de logement. Il y a un qui était un peu occulté à cause en tout cas, des nouvelles. Il y a le manque de logements, puis il y a les logements qui sont inadéquats, insalubres et surpeuplement. Alors, à Montréal, et un peu, ça veut dire le problème, il est un peu partout. À Montréal, parce qu'on reste à Montréal, il y a des possibilités avec les grands sites qui appartiennent à la ville de Montréal, comme le site Blue Bonnet ou le site Louvain-Est. Louvain-Est et d'autres grands sites à Montréal qui permettent d'offrir quand même un certain nombre de logements. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a à Montréal des milliers, je dirais, je n'ai pas le chiffre exact là aujourd'hui, mais des milliers de logements qui sont gelés parce qu'il y a eu un changement dans les programmes, puis le programme Accès Logis n'était plus est presque arrêté et tout. Ce qui fait que quand même, il y a des projets sur des terrains, parfois qui appartiennent à la ville même de Montréal dans le cadre de l'inclusion, qui attendent un financement pour pouvoir se développer. Et c'est des projets qui sont pas mal avancés, je veux dire, au niveau de la procédure, des plans, des choses comme ça. Ce qui fait que repartir un programme autoporteur, comme le programme Accès Logis, là, mais avec des ajustements adéquats par rapport à la réalité du marché, va permettre très rapidement de sortir peut-être 3 000 unités de logement, 4 000, c'est-à-dire en chantier en bout de quelques mois. Parce que c'est des projets qui sont prêts. Mais pour le moment, ces projets-là, certains peut-être vont pouvoir se réaliser avec le nouveau programme PHAQ, peut-être. D'autres peut-être avec d'autres programmes, mais il y a beaucoup qui ne réussissent pas à boucler leur financement. Alors, c'est un peu ça, si on veut faire une mesure comme un peu rapide, immédiate, là, ça peut permettre de débloquer des projets à Montréal, à part les grands sites dont je parle, qui peuvent accueillir des milliers de logements aussi, comme le site Louvain ou le site Blue Bonnet. Vous savez, les citoyens qui nous écoutent en ce moment à entendre tous ces termes-là, ils disent
on veut avoir des logements, on veut que tout le monde ait une qualité de vie. Est-ce que vous dites qu'il y a des terrains à la Ville de Montréal, plusieurs terrains, gros terrains. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une manque de vouloir de la part du gouvernement provincial, la Ville? Est-ce qu'il y a une manque à un certain niveau pourquoi ces projets n'ont pas eu lieu encore? Bon, au niveau de l'intention, moi, je peux vous dire par expérience que la bonne intention, que ce soit du gouvernement ou de la Ville de Montréal, est là. Ils veulent. Le problème, c'est que le développement d'un projet de logement ne dépend pas seulement de la Ville et du gouvernement, il dépend du marché. Et le marché, comme vous venez de dire et qu'on vient de parler, c'est qu'il y a des difficultés sur le marché, il y a des coûts qui sont énormes, il y a le taux d'intérêt qui est... ce qui nécessite des mesures exceptionnelles de la part des gouvernements. Alors, c'est là où... alors, l'intention, elle est là, on est convaincu 100%, mais ça prend seulement... une décision dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir débloquer ces projets-là. Alors, c'est vraiment une question plus peut-être mécanique. Je ne peux pas vous dire vraiment la raison, mais je suis sûr que les instances gouvernementales, ils veulent. C'est-à-dire, c'est évident là, ils veulent que les projets démarrent. Mais il faut peut-être prendre des mesures qui favorisent le démarrage de ces projets-là. Et toujours, on ne se cache pas derrière notre doigt, c'est la question du financement, à cause des taux d'intérêt, à cause des coûts de construction. Alors, ça serait utopique de penser qu'on peut produire des logements abordables sans investissement. Même le secteur privé ne peut pas les produire sans investissement, parce que c'est une question mathématique, là. C'est une question mathématique et financière. C'est pas compliqué. Alors, ça du financement. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais l'être humain, ce n'est pas mathématique. L'être humain a besoin d'un toit. Et le fait qu'on n'a pas de logement pour ces gens-là, ça ne ressemble pas à Québec. On est au Canada, dans la province du Québec. J'en reviens pas qu'on parle de manque de logement. Ça fait 1 an qu'on parle de ça, puis maintenant, avec cette commission, je vous entends. Ça me frustre en tant que député au Québec qu'on n'a pas de logement. Combien de gens vous trouvez qu'ils n'ont pas de logement ou ils habitent vraiment dans des logements pas salubres, disons? Est-ce que c'est un grand nombre? De combien de nombre on parle? C'est quoi le besoin? Moi, vous allez m'excuser de ne pas mentionner peut-être des chiffres précis, mais on sait que dans les quartiers, le pourcentage, surtout les quartiers centraux, le pourcentage des gens qui payent plus que 30 ou 35% de leurs revenus pour se loger est inadéquatement, on va dire. Parce que le surpeuplement, même c'est un logement inadéquat, le logement insalubre, il est inadéquat aussi, également. Et puis le prix, il peut être très lourd pour une famille normalement. Ça compte par des dizaines de milliers, là. Dizaines de milliers. On a besoin de dizaines de milliers de logements vraiment à prix abordable. Lorsque je dis prix abordable, un vrai prix abordable en partant, parce que ça doit être abordable pour les gens qui ont des revenus moyens et modestes. Et en même temps, ça n'exclut pas le logement communautaire et social. Parce que exclure le logement communautaire et social, on vient exclure une partie de la population d'avoir accès à des logements décents. Et ces personnes-là ne seront jamais capables d'accéder à un logement abordable dans les formules actuelles. C'est un peu difficile parce que le prix, il est élevé par la nature même. Ce n'est pas la faute à personne, on va dire là. C'est le marché, il est comme ça. Alors, si on n'injecte pas de l'argent pour développer des logements communautaires vraiment à prix abordable et pérennes dans le temps, qui vont rester pour toujours des logements abordables,
ça serait peut-être difficile de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On a nos aînés. Ils vont augmenter de plus en plus. On a nos citoyens aussi en situation vulnérable. On a les immigrants. Je pense que c'est très urgent d'avoir des logements. Donc, vous apportez les suggestions, mais en même temps, vous dites qu'il n'y a pas de solution. Non, Merci beaucoup. Je dois malheureusement vous arrêter ici. Le temps imparti à l'opposition étant écoulé. On va terminer, par contre, avec le député de la deuxième opposition. 4 minutes, 8 secondes. Monsieur le député, le temps est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre travail. Vous avez expliqué très en détail vos 3 recommandations. Merci, c'est très clair. Le mémoire est très clair aussi. Je me demandais si vous aviez des positions aussi sur les autres sujets du cahier de consultation. Par exemple, si vous aviez des recommandations sur les 2 scénarios qui sont soumis, celui à 50 000, celui à 60 000. Est-ce que vous avez des positions sur les enjeux de hausse de délai ou sur la hausse des étudiants étrangers temporaires, sur la hausse des travailleurs temporaires? Bref, je me demandais si vous aviez des positions aussi sur le reste du cahier. Si vous me permettez, je demanderai peut-être à mon collègue Emmanuel s'il aimerait peut-être commenter ça. C'est correct? Oui, c'est ça. Très rapidement, je pense qu'on a préféré se concentrer sur les enjeux de logement dans le cadre du mémoire, essentiellement parce qu'on trouvait que le cahier public se concentrait beaucoup sur la régionalisation qu'on a abordé un peu, la francisation qu'on a moins discuté peut-être dans le cadre de cette audition. Puis, tout en prenant bien en compte la question effectivement des seuils et dans la période 2024-2027 relative à l'immigration, on a vraiment préféré se concentrer sur le logement comme une partie intégrante, voire centrale finalement, de la structure d'accueil et d'intégration au Québec, parce qu'on trouvait que c'était peut-être la crise du logement était évoquée dans le cahier public. Il était question d'habitation, mais surtout pour dire qu'il en manquait au Québec. Nous, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est le fait que finalement, indépendamment des scénarios qui vont être adoptés en 2024-2027, il va falloir un soutien plus conséquent finalement pour le secteur de l'habitation communautaire, qui a des outils pour permettre, je veux dire, aux nouveaux puis aux nouvelles arrivantes de se loger, comme à d'autres catégories de population. Mais nous, ce qu'on voyait, c'était des ralentissements possibles dans la sortie de terre de plusieurs projets à cause des réalités qu'a évoquées mon directeur Mazen, entre autres. Puis aussi, on appelait à une meilleure reconnaissance des services déjà offerts sur le terrain, comme par exemple Alfredo ou d'autres collègues au Remel ou dans d'autres organismes. Donc, on ne s'était pas vraiment prononcé spécifiquement sur ces aspects-là du mémoire parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur ce qui nous apparaissait comme un angle un peu sous-développé dans le cahier public puis qui répondait directement à nos expertises. Donc, je devine que, bon, vous l'avez dit un peu, on aura à définir notre capacité d'accueil, on aura à définir qu'est-ce que ça veut dire là, quand on aura des facteurs ou des éléments clés. J'imagine que pour vous, le nombre de logements disponibles par région, par ville, ça fera partie des indicateurs. Effectivement, oui. Est-ce que vous avez idée de d'autres choses? Vous parliez de services. Est-ce que vous auriez ou vous êtes capable de définir quels seraient, selon vous, les facteurs prioritaires dans la définition de cette capacité d'accueil-là? Et si vous me permettez, le facteur, pour nous, le facteur premier, c'est le logement, l'habitation. Parce que même la question, et là je parle d'expérience, moi je suis pas nouvellement arrivé là, mais quand même, je suis venu d'ailleurs. Okay? Et puis, j'ai vécu mon expérience. Puis, des gens que je connais ont vécu l'expérience. Lorsqu'on n'est pas bien logé, avec surtout une famille ou des enfants, même les cours de francisation, même les cours de recherche d'emploi, même les autres, ça devient un lourd fardeau pour une famille qui souffre dans son logement. Alors, pour nous, lorsqu'on va parler de la capacité d'accueil du Québec, des nouveaux arrivants, il faut prendre en compte la capacité de développement dans les régions, un peu partout là, du logement et de l'habitation. Alors, ça va ensemble. Nous, on pense que ça va ensemble. Si le gouvernement décide que le seuil est 50 000 ou 40 000 ou 60 000, il faut qu'il y ait des programmes à côté qui permettent
cet accueil-là. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cette audition. Messieurs, à nouveau, félicitations pour l'apport à nos travaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je suspends les travaux quelques secondes, le temps de recevoir le prochain groupe.